Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. Alors, c'est pour moi à nouveau un plaisir de vous présenter votre émission Berthierville vous informe, diffusée par CTRB, au fin de vous retransmettre les décisions qui ont été prises par votre conseil municipal lors de la séance du 3 septembre dernier. Avant tout, j'ai tenu à fournir certains points d'information, à savoir tout d'abord les derniers développements dans le dossier de la zone d'intervention spéciale, la ZIS, imposée par le gouvernement en rapport avec les inondations. Alors, le 26 août dernier, nous avons été informés que Berthierville est l'une des municipalités pour laquelle un troisième projet d'arrêté ministériel visant la modification de la réglementation traitant de la levée de restrictions pour la zone d'intervention spéciale. La majeure partie du territoire de Berthierville est donc désignée comme soustraite à l'application de la réglementation. Nous demeurons toutefois à l'affût de tous les développements dans ce dossier. J'ai aussi tenu à informer les citoyens que le conseil municipal est actuellement en appel de candidature pour combler des postes vacants à titre de membre du comité consultatif d'urbanisme de la ville. Ce comité a pour mandat l'étude et la formulation de recommandations en matière d'urbanisme, de zonage, de lotissement et de construction auprès du conseil municipal. Les personnes doivent être majeures et domiciliées sur le territoire de la ville. Elles se doivent aussi d'être disponibles en soirée pour la tenue de réunions, en moyenne 8 par année. Une rémunération de 40 $ est allouée par réunion. Les citoyens intéressés devront soumettre une lettre de présentation afin que le conseil puisse analyser les candidatures reçues, et ce, avant 13 h le 20 septembre prochain. Alors, pour toute information supplémentaire ou pour l'envoi de votre candidature, veuillez le faire auprès de la Direction générale de la ville. Que jeudi, le 29 août dernier, accompagné de la directrice générale, Mme Dubois, j'ai rencontré notre députée provinciale, Mme Caroline Proulx. Rencontre lors de laquelle plusieurs sujets furent abordés dans un esprit de collaboration pour trouver des solutions et faire avancer les dossiers qui nous préoccupent pour le mieux-être de la population. Le sujet principal de nos discussions fut l'ouverture des ponts jonchant les rivières Bayonne et Chaloupe, la route verte et le chemin du Roi. Nous avons aussi abordé tous les dossiers en suspens depuis plusieurs années et à l'étude au MTQ concernant Berthierville. La problématique des médecins pour le Grand Berthier a aussi fait l'objet de discussions, ainsi que l'agrandissement de la capacité de notre usine d'épuration des eaux usées, qui exigera des investissements de plus de 10 millions de dollars, ainsi que des possibilités de financement. Il a aussi été question de notre demande de subvention dans le cadre de la reconstruction du chalet La Ferrière, et des discussions s'en sont suivies aussi en ce qui concerne les impacts économiques en regard des zones inondables sur Berthierville, impact qui empêche actuellement d'importants investissements dans la ville. Et finalement, nous avons abordé le dossier du muret de soutènement le long de la rue de Frontenac qui exige, comme première évaluation, des investissements de plus de 1,5 million. Mme Proulx s'est engagée à me revenir personnellement après les vérifications d'usage et principalement en ce qui concerne les 2 ponts et les dossiers reliés au MTQ. C'est donc à suivre. Aussi, en ce qui concerne le dossier des ponts, soit la reconstruction du pont de la rivière Bayonne et celui de la réouverture du pont de la rivière La Chaloupe, et faisant suite à notre résolution du 3 juin dernier à ce propos, nous avons reçu l'appui unanime des maires de la MRC de Dautrey, ainsi que celle des municipalités de Lanoraie, de Saint-Cuthbert, de Sainte-Geneviève de Berthier et de Saint-Ignace de Loyola.
Je tiens au nom du conseil municipal à les remercier pour leur soutien dans ces dossiers. Leurs résolutions respectives, tout comme la nôtre, ont été expédiées aux 4 ministères du gouvernement du Québec concernés. Maintenant, comme dernier point d'information, j'ai tenu à apporter quelques précisions en réponse aux échanges qui circulent sur les réseaux sociaux quant aux actions posées par le conseil municipal pour supporter les jeunes familles. Je parle ici, entre autres, de gratuité accordée depuis notre arrivée en poste pour le tennis, la bibliothèque municipale, la piscine avec l'ajout d'un chauffe-eau, le prêt gratuit de jeux éducatifs pour nos jeunes à la bibliothèque, les services d'un camp de jour adapté et celle d'activités de nos parcs pour les jeunes sous le volet culturel, tels les tentes à lire. Parlons aussi de notre adhésion dans le cadre du programme Accès Loisirs, qui rend accessible gratuitement le loisir sport aux personnes à faible revenu, car c'est aussi une réalité à Berthierville. En favorisant l'accès aux loisirs et en collaboration avec divers partenaires, afin d'offrir gratuitement des places disponibles en loisirs et qui ont permis, en 2018, que 46 personnes, dont 36 jeunes, puissent bénéficier du camp de jour et d'activités gratuites à Berthierville, représentant un montant de 12 500 $. Et qu'en 2019, 55 personnes étaient inscrites à ce programme, dont 44 au camp de jour, pour une somme de 15 750 $. Parlons aussi de l'organisation de la fête familiale des sucres avec la gratuité pour tous, de celle de la fête familiale au Parc Sainte-Geneviève depuis les 5 dernières années dans le cadre du défi Moi pour toi et de la course de 1 km qui est organisée pour les enfants. Celle aussi de la fête de l'Halloween prévue en octobre prochain. Sans oublier les coûts d'inscription pour notre jeunesse berthelaise très inférieurs à celui des municipalités voisines pour les activités de soccer, de hockey, de patin artistique, de camp de jour, ainsi que dans le cadre des activités dans nos divers gymnases. En plus d'avoir investi dans les infrastructures de notre aréna datant de plus de 40 ans, dans celle de notre piscine municipale et dans l'amélioration de l'ensemble de nos parcs. D'autant d'actions mises en place pour nos jeunes familles. En début d'année, nous avons retenu d'implanter une politique familiale et la demande a été présentée à Québec et a été acceptée par le ministère de la Famille. Cette démarche débutera à l'automne sous la responsabilité de Madame la conseillère Isabelle Fontaine et tout comme lors de la démarche MADA, municipalité amie des aînés, que nous avons retenue en 2016, la population sera impliquée dans la consultation et le plan d'action qui en découlera. Et il ne faudrait pas oublier que depuis notre nomination en 2013, le présent conseil a pu déposer 6 budgets consécutifs avec des diminutions du compte de taxes municipales, ce qui laisse plus d'argent dans les poches des contribuables. Ça aussi, c'est penser à nos jeunes familles. Faire quelque chose pour les familles, c'est aussi assurer leur sécurité, leur fournir de l'eau potable de qualité, des rues et trottoirs convenables, de se préoccuper de l'environnement tout en assurant la prospérité de la ville, et c'est ce que le présent conseil a livré. Le développement économique fait aussi partie de nos préoccupations à titre d'élu, et tout développement exige des investissements de la part de la ville et permet d'augmenter notre richesse foncière. C'est en ce sens qu'une ville peut envisager de fournir plus de services à la population et en assurer sa prospérité. Ces investissements nous assurent de la croissance de notre population, de l'achalandage dans nos commerces et de la création d'emplois. C'est l'un des enjeux principaux avec lesquels le Conseil doit composer. À l'automne 2019, nous aurons à préparer le budget pour 2020. Et encore là, nous devrons prioriser et faire des choix, en ayant toujours comme objectif premier
de respecter la capacité financière de payer du citoyen et de retenir des actions ou des projets qui font progresser la ville. Le défi, tenir compte des obligations qui nous sont imposées par le gouvernement du Québec, et ce, tout en s'assurant d'un équilibre financier. Cet exercice rigoureux nous permettra-t-il de maintenir l'orientation des 6 dernières années au niveau de la taxation? Bien qu'effectivement Berthierville ait déclaré des surplus budgétaires à chaque année depuis 2014, ces surplus sont réinvestis dans des projets priorisés par les élus et servent entre autres à défrayer les dépenses imprévues comme il y en a à chaque année. Notons juste en 2019 où nous aurons à absorber les coûts de dépassement du budget prévu pour le déneigement en raison de l'hiver rigoureux et ceux à venir d'ici la fin 2019, de l'effondrement du dôme du garage municipal, des réparations requises pour assurer la sécurité au parc Bellevue suite à la crue des eaux, sans oublier la réfection de la rue Giroux avec un coût de 400 000 $ en 2019, pour ne citer que ceux-là. Je tenais à en faire mention et vous énumérer ces éléments pour votre bénéfice, mais aussi pour rappeler que le Conseil est soucieux du bien-être des familles. Alors, par la suite, la séance est poursuivie par l'adoption d'une résolution sur le financement de la dette à long terme concernant 5 règlements d'emprunt venant à échéance pour un montant de 1 959 300 $. Ces règlements concernaient les travaux à l'usine de filtration et sur les rues Davio, Lafayette, Gilles Villeneuve, Crémazie, Place du Marché et une section de la rue de Vaudreuil. Ce financement sera fait par billet, daté du 10 septembre avec intérêt payable les 10 mars et 10 septembre de chaque année pour une période de 5 ans avec un refinancement du solde en 2024. S'en est suivi une résolution en regard de la nomination du comité de sélection pour le processus du poste de recrutement du directeur des loisirs et agent de communication, qui sera composé de M. Denis Perrault, conseiller responsable des loisirs, de Mme Sylvie Dubois, directrice générale, et de moi-même. En tenant compte de notre adhésion au service d'inspection de la MRC de Dautry, qui a embauché un inspecteur en urbanisme et environnement, nous avons désigné M. Guillaume Dumouchel pour l'application des règlements d'urbanisme, d'environnement, de nuisances et de la sécurité des piscines résidentielles au sens de l'article 119 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Toujours au niveau de l'urbanisme et suite à l'adoption du règlement 951 sur les comités consultatifs d'urbanisme, M. Sylvain Lestrande, conseiller municipal attitré à l'urbanisme, a été désigné pour représenter le conseil municipal en plus d'agir comme président sur ce comité pour un mandat de 2 ans se terminant le 4 septembre 2021. Messieurs Normand Boisvert et Normand Lebrun sont nommés comme membres du comité pour une période de 2 ans, tandis que messieurs Jacques Rainville et Louis-Marie Kimpton le sont pour une année. Dans le même ordre d'idées, il a été résolu que M. Guillaume Dumouchel, officier municipal, agira à titre de secrétaire et assistant technique à ce comité. Nous avons de plus autorisé le prêt du terrain de balle du Parc Saint-François à la compagnie Olimel à l'occasion d'un événement à caractère philanthropique qui se tiendra le 8 septembre prochain. J'ai aussi été autorisée à signer pour et au nom de la Ville, avec la directrice générale, le protocole d'entente à intervenir avec la MRC de Dautry, nous permettant l'utilisation de la tour située à l'arrière du 558 de Montcalm, appartenant à la MRC, et servant au service d'incendie, pour l'installation des équipements de communication appartenant à la Ville.
Ceci est devenu nécessaire suite à l'affaissement de la tour localisée au garage municipal, dans laquelle était installée l'antenne de radio servant aux communications pour le service des travaux publics. Au fait maintenant de réduire les problématiques causées par les crues printanières, nous avons par la suite donné un mandat à la firme GBI Services d'ingénierie pour la réalisation d'une étude afin de trouver la solution appropriée dans le but d'éliminer les interconnexions causant les refoulements d'égouts. Étude qui servira aussi à la préparation de plans et de devis. Le tout au coût de 4 500 $. Nous avons aussi autorisé l'achat de modules lamellaires pour l'Actiflow numéro 2 à notre usine de filtration auprès de la compagnie Veolia Water Technologue au coût de 38 000 $ selon l'offre de service du 15 août et aussi plus bas soumissionnaire conforme. Par la suite, nous avons octroyé à la firme Étubellumeur Architectes Incorporée le mandat pour la réalisation des étapes de relevé, études de code et des règlements municipaux, de la préparation d'un concept d'implantation et de la présentation de celui-ci aux membres du Conseil concernant la reconstruction d'un entrepôt au garage municipal suite à l'effondrement du dôme pour les services des travaux publics au garage municipal. Maintenant, suite à l'audit quinquennal de la station de production de l'eau potable réalisée en mai 2017, qui nous recommandait l'augmentation du diamètre des conduites de préfiltration et de modification des drains des ultraviolets, nous avons octroyé un mandat à la firme GBI Services d'ingénierie incorporée pour la réalisation des plans et devis, ainsi que pour la surveillance des travaux, pour une dépense n'excédant pas 8 500 $. Aussi, un autre mandat a été accordé à la même firme pour un montant forfaitaire de 12 000 $ pour réaliser l'étude sur la capacité des réservoirs d'eau potable, ce qui nous permettra de déterminer les besoins afin d'avoir une réserve d'opération et de désinfection conforme au guide du ministère de l'Environnement et des changements climatiques. Il a aussi été question du fait que le gouvernement du Québec a adopté un projet de décret visant à déclarer une zone d'intervention spéciale afin de favoriser une meilleure gestion des zones inondables, la ZIS, comme j'en ai parlé précédemment, se voulant une mesure temporaire pour délimiter un territoire qui a des conséquences sur les propriétés et qui fait du nombre important d'évaluations erronées de la carte préliminaire projetée par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Nous avons donc déposé des demandes d'ajustement avant le 19 août, date limite, en demandant au ministère d'entériner nos demandes d'ajustement à la délimitation du territoire. La directrice générale a par la suite, lors du dépôt de documents, déposé une lettre datée du 28 août 2019 en provenance du ministère des Transports du Québec, en réponse à notre résolution de juin dernier à l'égard des ponts jonchant les rivières Bayonne et Chaloupe, correspondance dont elle a fait lecture et dont je tiens à vous faire part. Alors, ministère des Transports et de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, Saint-Jérôme, le 28 août 2019. Adressé à Mme Sylvie Dubois, directrice générale. Madame la directrice générale, j'ai pris connaissance de votre lettre accompagnée de la résolution numéro 2019-06-165 concernant la réouverture du pont de la rivière Chaloupe et de la reconstruction du pont de la rivière Bayonne. Je suis sensible à vos préoccupations et vous assure de l'entière collaboration du ministère des Transports, la sécurité des usagers de la route étant au cœur de nos priorités. J'aimerais vous informer que la Direction générale des Laurentides-Lanaudière répertorie annuellement les besoins d'intervention sur les réseaux routiers de son territoire afin d'établir sa planification quinquennale. Dans le cadre de la programmation 2019-2021, le projet de réfection du pont
de la rivière Chaloupe n'en fait pas partie. Toutefois, la Direction générale des Laurentides-Lanaudière s'engage à évaluer la possibilité d'inscrire ce projet dans l'exercice de sa programmation 2020-2022. L'autorisation d'aller de l'avant avec un projet n'est confirmée qu'au moment où le ministère approuve la programmation des travaux routiers à exécuter. Cette programmation est annoncée chaque année pour une période de 2 ans, en fonction des paramètres financiers fixés par le gouvernement et des priorités ministérielles en matière d'intervention sur les réseaux routiers. À cet égard, dans les prochaines années, la priorité sera accordée aux travaux visant le maintien des infrastructures existantes et la sécurité routière. En ce qui concerne le pont de la rivière Bayonne, des plans sont actuellement en préparation pour procéder au remplacement de cet ouvrage par un pont de type conventionnel qui permettra de respecter les contraintes précises du site. Je vous prie d'agréer, Madame la directrice générale, l'expression de mes sentiments les meilleurs, le directeur général, M. Claude Thibault. Alors, je me suis permis par la suite de faire des commentaires, vu notre très grande déception du contenu de cette correspondance, et ce, pour les motifs suivants. Le 30 janvier 2018, une lettre signée du directeur régional du ministère des Transports des Laurentides-Lanaudière, en l'occurrence le même dont je viens faire lecture d'une lettre, nous avisait que la construction du pont de la rivière Bayonne serait entreprise à l'été 2019. À nouveau, le 6 septembre 2018, le même signataire nous confirmait de nouveau que cette construction se ferait à l'été 2019. Rien n'a toujours été fait dans ce dossier. Sur le fait maintenant que les plans sont en préparation pour un pont conventionnel au lieu d'un pont signature ou un pont couvert, toujours en ce qui concerne le pont de la rivière Bayonne, je peux vous dire que le 15 octobre 2014, j'ai envoyé une correspondance au ministère à l'effet que Berthierville n'avait jamais exigé de pont signature, que nous ne demandions qu'un pont reliant les deux rives et permettant la circulation, d'y aller aux pratiques et non à l'exubérance avec un pont signature. Que le 2 juin 2015, j'ai reconfirmé de nouveau au ministère des Transports que Berthierville désirait un pont, peu importe la nature des matériaux pour sa construction. Que le 29 juin 2015, nous avons reçu une lettre de la direction du MTQ nous confirmant que le projet de reconstruction du pont de la Bayonne était inscrit dans la planification 2015-2017. Il ne s'est pas réalisé. À nouveau, lors des investissements routiers de 2016-2018, il apparaissait à nouveau sur la liste des projets. À nouveau, rien n'a été fait. Et là, on nous reporte encore en nous mentionnant que nous sommes de retour à l'étape de préparation des plans. Qu'en ce qui concerne maintenant le pont de la rivière, surplombant la rivière La Chaloupe, qu'il y aurait des études hydrauliques sur la capacité portante et sur la réparation des éléments détériorés. Un autre dossier qui n'a pas avancé. Comme nous reculons au lieu d'avancer dans ces dossiers, vous comprendrez mon insistance lors de ma dernière intervention qui a eu lieu le 29 août dernier auprès de notre députée provinciale, Mme Caroline Proulx. Et comme j'ai mentionné précédemment, où ce dossier a été longuement discuté. Elle m'a assuré qu'elle s'en occupait personnellement, elle, et qu'elle ferait les interventions appropriées. Nous sommes donc dans l'attente d'un retour positif. S'en est suivi le dépôt des rapports de service de l'urbanisme pour le mois d'août, de celui de la pesée des déchets domestiques et de la collecte sélective pour le mois de juillet, ainsi que de mon rapport d'activité pour le mois d'août. Un avis de motion a été déposé à l'effet qu'à une séance distincte qu'il sera adopté. Un projet de règlement concernant les nuisances, projet qui a été déposé.
Nous avons aussi adopté le règlement 748-202 sur les normes de superficie concernant les abris de taux permanents, ainsi que le règlement 748-203 relatif aux bâtiments temporaires autorisés. Alors voilà les sujets qui étaient inscrits à l'ordre du jour de la dernière séance, soit celle du 3 septembre, et qui ont donné lieu à des décisions de la part de votre conseil municipal. Je vous invite à la prochaine séance qui se tiendra le 7 octobre prochain. Alors merci d'avoir été à l'écoute et au revoir.